si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. Bienvenue sur votre podcast préféré. Oui, j'en suis sûre. Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Alors c'est assez dingue parce que nous sommes donc à la fin avril et vous êtes actuellement en train d'écouter l'épisode 4 de la saison 3 et nous sommes à 207 000 écoutes. Alors je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est vous dire merci. Merci mille et une fois. Continuez à nous mettre des étoiles sur Apple, sur Spotify et un peu partout. Partagez le lien dans les groupes WhatsApp de famille. Voilà, merci beaucoup. Et je suis ravie de voir en tout cas que cette saison 3 qui s'annonce aussi et un peu plus rythmée en émotion, en apprentissage et surtout en bienveillance vous parle, vous plaît et touche votre corps votre cœur, autant qu'il ne touche le mien ou celui de Herman ou encore plus de mes invités. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode. On prend tout. Les francs CFA, les dollars, les euros, le yuan, tout. On est préparé. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple et la plateforme Anchor. Alors, il y a certaines personnes qui nous demandent si on prend aussi les paiements mobiles. La réponse est oui. Il suffit de nous contacter. On vous envoie toutes nos informations. Alors, aujourd'hui, mon invité est un homme. Je sais que vous aimez, dans ce moment, on m'avait dit, quand j'ai des invités masculins, parce qu'on a souvent l'impression qu'ils ne prennent pas souvent la parole et ils n'aiment pas la libérer. Donc, je vais inviter mon invité, donc Max, à prendre la parole. Bonjour, Max. Bonjour, Diane Audrey. Bonjour à tous les auditeurs. Et je suis ravi d'être ici. C'est vrai qu'il m'est difficile de prendre la parole comme ça. Et parce que je suis de nature un peu introvertie, donc il a fallu beaucoup de calculs. Après, je me suis dit, tiens, Max, sors un peu de ta zone de confort, en fait. Donc, je suis là. Alors, moi, je pose toujours une question à mes invités. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise ? Alors, c'est finalement une question... une préoccupation à laquelle j'ai eu droit. Donc, j'ai finalement dû entendre ma mère me dire ce qu'elle aurait dû me dire, bien ce que j'aurais voulu entendre qu'elle me dise. Elle a dit, mon fils, peu importe les choix que tu auras à faire, ça ne changera pas l'amour que j'ai pour toi. Dans quel cadre elle a dit ? Voilà, ma mère, c'est une femme à la base très, très portée pour la religion, très ancrée dans des préceptes judéo-chrétiens. Et donc, à l'opposé, c'est vrai que j'ai séjourné dans ce milieu pendant un moment donné de ma vie. Et puis, je me suis ouvert à moi-même, je me suis ouvert à ma libéralité, à mon autonomie. Et donc, finalement, j'ai choisi de faire ma voie. Et donc, c'était un peu risqué. J'étais un peu, je me disais, elle ne doit pas certainement satisfaite à 100% de moi parce que forcément, elle aurait voulu que j'arpente les mêmes chemins qu'elle parce que pour elle, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui nous garantit tout. Donc, voilà. Et dans une circonstance où elle a entendu des ragots me concernant, venant de certains amis aussi qui étaient dans cet extrémisme, dans cet intégrisme religieux. Et donc, elle a fait appel à moi et elle m'a dit, j'ai dû dire à ceux-là que peu importe les choix que tu auras à faire dans ta vie, ça ne changera pas l'amour que j'ai pour toi. Et donc, je me suis dit, elle a compris, ma mère. Donc. Quand ta maman elle te dit ça, qu'est-ce que tu ressens ? Quand tu sais qu'elle a dit à des personnes qui colportaient des ragots sur toi, fondés ou non fondés, qu'est-ce que ça te dit ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Enfin, je me suis dit, elle a compris que, voilà, en réalité, elle est un canal par lequel je suis arrivé dans ce monde et forcément pour accomplir ma mission qui n'a rien à voir avec la sienne et qu'elle devrait tout simplement être épanouie de me voir heureux, voilà. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, elle a compris le fondement de la vie, elle a compris l'essentiel, voilà, et que malgré qu'on soit en convergence ou en divergence,
le plus important, c'est le sentiment qu'on porte l'un pour l'autre, en fait. À quel moment de ta vie tu as douté du fait que enfin, pas douté de l'amour de ta maman, mais pu penser qu'elle puisse être déçue de toi? Surtout quand je me suis engagé dans la musique dite séculière. Séculière, c'est-à-dire? C'est-à-dire la musique qui n'est pas la musique religieuse. D'accord. Qui n'est pas religieuse, voilà. Donc, parce que tu étais dans une chorale avant? Oui, parce que je faisais du gospel uniquement avant. Et donc, après, je me suis dit, je chante ce que je ressens, je chante les faits des sociétés, je chante ce que je pense de l'amour, ce que ça représente pour moi. Et donc, ça n'avait plus rien à voir avec des chants religieux que je chantais à l'époque à l'église ou à la maison pendant qu'on se retrouvait du moins dans des moments de prière le matin ou le soir, voilà. Donc, c'était ça. Donc, j'avais choisi autre chose et je sentais qu'elle était un peu déçue. Mais tu as eu un déclic? Il y a quelque chose dans ta vie où tu t'es dit, bon, je pense à moi, ou ça s'est fait naturellement finalement? Oui, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est vrai, naturellement, mais... Et puis, il y a un grand déclic, je veux dire, qui est arrivé il y a moins de quelques mois, c'est-à-dire me prendre totalement en main, rentrer dans mon autonomie totale, faire ce que je pense être bien pour moi, et parce que j'ai toujours fonctionné avec le regard des autres, ça, il faut se le dire. Et le grand déclic, ça a été la perte de mon frère, il y a environ 7 mois où j'étais, comment je vais dire ça, où ses convictions se sont renforcées et voilà. J'étais conforté dans ma position de me dire, voilà Max, il faut réellement que tu vives ta vie, pas celle des autres. Fais ce que tu aimes, donc c'était ça. Le fait justement de vivre par le regard des autres, est-ce que c'est parce que dans notre culture, par exemple, quand on prend une décision, on regarde sa famille, quand on prend une décision, on regarde le pasteur, le prêtre. Est-ce que c'est tous ces éléments qui ont fait que tu te regardais vis-à-vis des autres, ou c'est parce que tu es rentré dans le milieu du showbiz et que c'est un milieu d'apparence? En fait, je suis, comme je l'ai dit, de nature, je suis introverti. Tout jeune, j'étais très réservé. Et puis, en grandissant, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'intègre. J'avais beaucoup de mal avec la critique. Et donc, tout cet environnement par lequel je suis passé, c'est vrai, évidemment, ça a conforté cette position, justement, de me réserver, voilà, être dans une coquille où tout le monde te trouve normal, en fait, voilà. Et donc, en réalité, c'est tout ça, quoi. Et même si, dedans, tu te sens inconfortable, tu te dis, ouais, ça vaut le coup, mieux vaut ne pas avoir le jugement des autres, voilà. Et essayer de plaire à tout le monde. Donc, c'est en réalité ça, quoi. Et aujourd'hui, je veux plus plaire à tout le monde, tu veux plaire à toi? Ouais, je pense que j'ai droit à ça. J'ai vraiment droit à ça, en fait. Je pense que je dois être moi-même, Et ça fait partie des combats, en fait, que je dois mener pour m'épanouir. Et je pense que, voilà, la vie, elle est tellement courte que ce sera un gâchis de vivre dans le regard des autres, en fait. Ouais. Alors moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit, je me dois ça. Ça a été dur de vivre à travers le regard des gens, ou tu ne t'en rendais pas compte? Non, mais c'est dur. Hein. C'est dur parce que tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi, à ce que tu as envie de faire réellement, et des choses qui pourraient te faire plaisir. Et justement pour plaire à tout le monde. Donc en réalité, voilà, d'apparence, voilà, on peut se dire que tu es heureux, mais en réalité, à l'intérieur, c'est pas... Et c'est à date depuis que tu es plus jeune, ou ça s'est vraiment matérialisé, adolescent ou adulte? Bon, disons que ça allait crescendo, ouais. Ça allait crescendo. Est-ce que tu as un souvenir d'un choix que tu as fait? Tu voulais aller à gauche, mais tu as choisi d'aller à droite parce que le monde, parce que le regard. Disons qu'à la base, j'avais écrit des chansons de musique séculière. Et puis finalement, je me suis retrouvé en train de les mettre à côté pour opter pour des chansons gospel, ne plus avoir envie de chanter des chansons qui me parlaient en fait, mais qui étaient des musiques séculières. Donc c'est des choix entre autres que j'ai fait en fait. Et même ma coiffure actuellement, je n'aurais pas fait une coiffure, j'aurais pas gardé les dreadlocks à l'époque en fait. Parce que là, j'étais sûr que ça m'aurait garanti voilà, de me sentir un peu rejeté, comme une sorte de paria en fait.
dans le milieu dans lequel j'évoluais. Est-ce que tes dreadlocks, c'était une envie que tu avais ou c'était une envie de rébellion? Pour finalement dire aux gens, c'est votre problème, pensez ce que vous voulez. Bon, en fait, je pense que la vie, c'est un voyage, c'est une aventure, c'est des expériences. C'est-à-dire, après, j'ai pas envie de vivre la monotonie, en fait. Donc, ça m'aide à voyager, changer de coiffure et faire plein d'autres choses. Même changer de look, c'est des choses que des fois on a envie de faire juste parce qu'on veut vivre une petite expérience, on veut changer, on veut voyager un tout petit peu. D'accord. Déjà, c'est intéressant d'avoir un invité qui nous dit que sa maman lui a finalement dit le plus important. Ouais. So, j'ai envie de dire qu'on rend grâce à ça. J'ai envie de revenir un peu sur la phase deuil. Qu'est-ce que le deuil t'a appris? Oh my God, ce fut un moment très, 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 très douloureux de ma vie, mais qui m'a également ouvert les yeux sur plein de choses. Parce que je pense que mon frère, il avait tout pour lui. C'était un beau gosse, très intelligent, et qui est parti dans la fleur de l'âge. Et je crois que pour certains, ce serait une forme, dans mon environnement, ce serait comme une sorte de rébellion. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus attention à ce que réellement, j'ai envie de faire plaisir à mes proches, c'est sûr, mais je dis moi d'abord. Et vraiment, je suis conforté dans cette position. Je n'aurais jamais pensé. En général, quand ça arrive aux autres, on se dit compatissant, mais on ne mesure pas véritablement la profondeur de ce que ça représente jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Et donc, comment je veux dire, c'est comme à chaque fois des cages, des portes de prison qui s'ouvrent au fur et à mesure jusqu'à ce que, disons que ça a été un autre élément qui est arrivé et qui a déverrouillé une autre porte pour que je puisse me dire que, écoute Max, il faut vivre ta vie, elle est courte, elle est fragile, elle est sensible. Donc le plus important, c'est que tu t'épanouisses véritablement et que tu partes de ce monde sans regret, sans dire que je n'ai pas accompli ce que je devais accomplir ou que je n'ai pas été celui que je devrais être. Donc à la fin, je pense que c'est surtout la chose qu'on peut le plus regretter en fait si on n'arrive pas à le vivre, si on n'arrive pas à l'intégrer. Ton frère, il était dans ces dynamiques-là ou c'est plutôt le deuil, sa perte qui t'a fait te rendre compte que la vie n'était rien finalement? Mon frère, je pense que c'était un jeune normal qui faisait tout ce que les jeunes font, qui vivait sa vie, voilà, je me dis que, il était dans cette dynamique. C'était quelqu'un de très épanoui. Voilà, il était à fond dans son vécu et voilà. Quelles sont aujourd'hui, à 7 mois, les étapes du deuil que tu as vécu qui peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent et qui le vivent actuellement? Alors, les différentes étapes. Bon, déjà, il y a eu l'étape de la maladie, parce qu'il est mort d'un cancer. Donc, j'ai vécu ça 3 mois. Et donc, au fur et à mesure, quand je le voyais se désintégrer, parti à petit feu, c'était une douleur immense. Quand je le voyais flétrir comme une fleur, quelqu'un de grand, de beau, de fier et tout. Et cette assistance, il fallait qu'on lui apporte. Et ça m'a fait réaliser le caractère très vaniteux de la vie. Et après, je me suis dit, mais à quoi est-ce qu'on s'accroche? Pourquoi est-ce pourquoi on se prend la tête et tout? Pourquoi, en fait, pour quelque chose qui ne dure pas grand-chose, en fait? Parce que qu'est-ce que ça représente? 30 ans de vie dans l'éternité, rien du tout. Donc, voilà, ça m'ouvre les yeux sur le caractère vaniteux de la vie. Et après, ça nous amène à nous questionner sur nous, sur l'environnement dans lequel on vit, sur ce que nous devons faire, en fait, pour être préparés à cela. Donc, après, on se dit, voilà, on prend des résolutions. On prend des résolutions ensuite pour notre nouvelle vie, pour les leçons qu'on a apprises à travers cette tragédie. Et donc, ça nous amène, et moi également, ça m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, à aborder mes dreadlocks et après me dire que voilà, si on pourrait me cataloguer
camé ou je sais pas quoi, parce que pour la plupart du temps, c'est ce que ça représente pour beaucoup, en fait. Arborer des dreadlocks, c'est dire qu'on est camé ou quoi que ce soit, mais après, c'est ce qui compte le moins pour moi en ce moment. Alors, on a souvent l'impression, au Cameroun ou même dans nos sociétés africaines en général, que c'est souvent nous les femmes qui sommes assujetties au regard de la société. Est-ce que c'est une bonne femme? Est-ce que c'est une bonne mère? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a ses seins? Est-ce qu'elle a cette fesse? Etc. Et on a souvent peut-être le sentiment, l'impression qu'on a le monopole du regard, le monopole de la souffrance, etc. De toi, est-ce que quand toi tu parles, quand toi tu te regardes, quand tu échanges avec tes amis ou ton entourage, est-ce que les hommes subissent aussi finalement ce regard? Je pense que oui, autant que les femmes, on est soumis on est confronté à ça, au regard des autres. Dire que moi, là-bas, je suis artiste musicien, mais je suis également entrepreneur. Donc, depuis 2009, j'ai entrepris un certain nombre de projets. Le tout premier qui n'a pas marché, c'était qu'à faire un site en ligne, site de vente en fait et de service à la personne. Ça n'a pas marché. Ensuite, en 2013, je monte une structure qui fait donc la fabrication du ciment, colle pour le carrelage, où je connais une grande expansion financière. Et dans mon entourage, ça fait des ragots en fait. Voilà. Après, on sait que pour certains, c'est-à-dire que dans l'imaginaire de certains, c'est que se positionner à un certain niveau social, ça requiert un certain nombre de compromissions, etc. Donc, c'est à ça qu'on est. C'est-à-dire que peut-être que, enfin pour certains, c'est que tu es rentré dans un cercle pernicieux, voilà, par exemple. Et donc, c'est un peu tout ça. Et après, quand tu te retrouves au milieu de tes amis, le jugement qu'ils portent sur toi n'est plus pareil, le regard qu'ils portent sur toi n'est plus pareil, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que voilà, tu sois parti de là où vous étiez pour te démarquer. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent et ils ne connaissent pas même si on a tendance à se voir, à papoter, ils ne savent pas les sacrifices des fois qu'on fait, c'est-à-dire dans le secret, le travail qu'on mène et tout ça, depuis quand est-ce qu'on entretient ces projets, comment est-ce qu'on les nourrit, comment est-ce qu'on trouve du financement. Donc c'est peut-être des détails, puisqu'on ne parle pas forcément de tout ça, à d'autres ça n'intéresse pas de parler d'entrepreneuriat, donc on se limite à des sujets superficiels et après quand du coup ils vous voient voilà, dans une certaine expansion, ils vous regardent différemment. Donc c'est tout ça en fait, c'est notre société, c'est à ça qu'on est soumis. Donc autant que les femmes, c'est vrai pas de la même manière, mais c'est pareil quoi, dans le fond. Et je parlais il n'y a pas longtemps avec un ami qui me parlait justement de la culture du devoir. L'homme doit. Toi, tu penses que tu dois faire quoi? Est-ce que tu as cette pression de l'homme doit? Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de ton expansion financière en 2013. Ouais. Nous sommes en 2022. Où en es-tu par rapport à cette entreprise? Bon, disons, en 2022, je suis passé par un cycle. Et très souvent, il y a l'ascension et ensuite, il y a la vallée, la crise, voilà, et puis il y a la faillite. Donc, mais je ne baisse pas les bras, je continue de travailler. L'entreprise, elle est là. C'est vrai qu'elle n'est plus autant florissante, mais on y travaille pour arpenter une nouvelle courbe d'ascension. Comment tu l'expliques qu'elle ne soit pas aussi florissante? Bon, de toutes les façons, il y a des facteurs, hein, il y a des facteurs socio-économiques, voilà, qui arrivent. Il y a la concurrence. De plus en plus, les gens se sont jetés dans ce domaine d'activité, et puis il y a de plus en plus de concurrence. Et peut-être que je n'ai pas été très avant-gardiste. Et donc, aujourd'hui, je paye le prix, en fait. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, donner comme conseil à une personne notamment un homme, qui doute de son vrai soi? Comment tu as fait? Est-ce qu'il y a une sorte pas de mécanisme, mais est-ce que c'est une sorte de transition qu'on fait naturellement? Est-ce qu'on se lève le matin, on se dit, bon, finalement, aujourd'hui, j'assume qui je suis, j'assume les regards, ou ça prend du temps? Vous savez, dans la religion, on
on est aussi très édifié, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas que ce côté où on occulte sa liberté. Il y a aussi de très bons enseignements dedans. Et on dira par exemple que le doute est un ennemi de la foi. C'est vrai que les textes judéo-chrétiens sont une sorte d'embouteillage, d'allégorie. Donc chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais je pense que dans tout, on doit faire preuve d'autonomie, c'est-à-dire que prendre le message, essayer de comprendre pour soi et voilà, en faire usage pour sa vie. Et donc, à tous les niveaux, le doute a toujours été un ennemi. Et ça me revient également une citation de Shakespeare qui dit « Nos doutes sont traîtres parce qu'ils nous font perdre par la peur d'essayer les bonnes choses que nous aurions souvent faites. » Mais qu'est-ce qui explique que, c'est ce que moi j'ai souvent observé, que les femmes sont plus aptes à souvent décider. On va nous dire elles sont émotives, et que les hommes prennent souvent tous les paramètres. Un homme est capable de sacrifier son bonheur pour être dans la bonne case, parce que c'est un peu très cartésien. Ouais, enfin, je pense qu'on est déjà dans une société où on est très exigeant, je pense, vis-à-vis de l'homme. Et que, voilà, j'ai l'impression que les éléments sur lesquels la femme se repose, en fait, pour prendre les décisions de sa vie ne sont pas forcément les mêmes. Et généralement, les femmes sont très, très émotives, très machin. Et j'ai souvent entendu que la réussite dans la vie dépend non pas du QI, du quotient intellectuel, mais du quotient émotionnel. Donc, les femmes, je crois que c'est une chose dont elles font preuve, en fait, de façon très naturelle. Mais quelle est la pression que les hommes ont ? Toi, qui es un homme qui vit dans cette société, quelle est la pression que vous avez ? Peut-être pas toi, mais de manière générale, de ce que tu observes. De manière générale, déjà... Les hommes, c'est la famille, c'est-à-dire que dans mon cas par exemple, je suis dans notre société africaine, l'homme est généralement très, très, très ouvert, c'est-à-dire que très étendu en ce qui concerne la famille, ne pense pas que à ce qui lui est restreint, c'est-à-dire sa famille. Sa femme, ses enfants. Sa femme, ses enfants, voilà. Donc pour mon cas, je suis le successeur de mon père par exemple. Donc, je ne vais pas penser à tout le monde. Mon père, et je me dis, je n'ai pas droit à l'échec. Comme généralement on s'est dit, les hommes n'ont pas droit, à un moment donné, à l'erreur. Tu vois, ce qui fait que, voilà, on fait beaucoup de planification, beaucoup de calculs, beaucoup de ci, de ça, avant de prendre des décisions. Et c'est des choses souvent qui nous font perdre du temps. Parce qu'on est sûr, on va être sûr de frapper le bon coup, en fait. Est-ce qu'on arrive à frapper finalement du bon coup ? Il n'y a pas de... Enfin, c'est toujours des risques qu'on prend, donc c'est jamais à 100%. Ça peut être que ça penche plus pour la marge dont on n'avait pas fait de calcul. Donc, même si c'est à 20% ou bien 20% de risque, ça peut aussi aller dans les 20%. Donc, d'accord. Pas toujours, on fera pas toujours le bon coup. C'est quoi d'être le successeur de son père ? C'est ne pas penser qu'à soi, penser à tout le monde. Penser à... Pour mon cas, c'est une famille polygamique. Et donc, penser à ses frères, à tous les autres, en fait, et faire les choses de façon rationnelle, de façon à ce que sans discrimination, voilà, c'est-à-dire agir comme si réellement tous venaient de toi, en fait. Alors, c'est assez intéressant. C'est que tu viens d'un foyer polygamique. Oui. Avec une maman qui est donc pratiquante, religion, etc. Oui, oui. Mais dans la religion, on autorise la polygamie. C'était pas le cas. Dans la religion, en fait, pour ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est autorisé. D'accord. Mais dans le Nouveau Testament... Ça ne l'est pas. Voilà, Jésus revient à dire que en fait, cela vous a été admis à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, au départ, il n'en était pas ça. Tu vois. Donc, voilà. Et puis, mon père, c'était pas
c'était pas un grand religieux non plus. Donc c'est intéressant finalement de voir que une personne qui peut être ultra croyante, ultra pratiquante peut peut-être par amour dévier sur ses choix. Au départ, c'était pas ça. Quand elle s'est mariée, elle n'avait pas ses convictions religieuses. Ouais. Donc elle s'est retrouvée à un moment donné de sa vie avec son mari à arpenter ce chemin. Dans nos environnements, des fois, on note que des femmes ou des personnes se mettent ensemble. Et puis quand ça va pas très bien, elles se tournent toutes vers la religion. Est-ce que tu as observé ça? Oui, je pense qu'elle a fait face à des difficultés dans la relation de crise et tout ça. Et je crois que la religion l'a beaucoup aidé à maintenir le cap et à rester pour le cas de ma mère, et à continuer d'assumer son devoir de femme, malgré et contre tout. Ça, tu l'as vu? Oui. Et comment tu l'as vécu? J'étais content pour elle qu'elle puisse avoir enfin trouvé, comment je dis, une sorte d'exutoire, tu vois, pour évacuer ses stress, dépressions et tout ce qu'elle vivait en fait. Et tu en voulais à ton père? Pour être honnête, je lui en voulu un moment, ouais. Tu en as voulu pourquoi? Vous savez, nous les hommes, nous sommes très attachés à la mère. Et donc, voir ma mère pleurer des fois, ça me faisait très mal. Et donc, je lui en voulais pour ça. Et en quoi cela a... Est-ce que tu as eu peur que ça impacte, toi, ton rapport d'homme à ta future épouse? Ou ça a créé justement de l'empathie chez toi et tu t'es dit, je ne ferai pas vivre ça à ma future femme? Effectivement, ça a créé de l'empathie et dire même que je suis allé faire une prière qui me paraissait assez spéciale. Je ne voulais pas, je me suis dit, je me suis juré et je me suis promis, je me suis dit au fond de moi que je ne dois pas faire vivre ça à la femme que j'aurai l'occasion d'épouser demain. Ouais. Parce que je serai en train ce sera un peu comme une sorte de parjure en fait. C'est-à-dire condamner ton père pour un fait et aller reproduire la même chose. Et ce ne serait pas digne en fait. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, ouais. J'adore. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ton papa te dise? Mon père, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise? Ah putain, ce monsieur qui était très fermé, pas très expressif, presque comme un mythe, c'est-à-dire que faut dire que j'étais avec lui, mais je l'ai très peu compris. Il décède en 2013, justement. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise, ce monsieur? Qu'il est fier de moi. Ouais. Et il ne te l'a donc pas dit? Non, il ne faisait pas beaucoup usage des mots, mon père. Mm-hmm. Ouais, il ne faisait pas beaucoup usage des mots. Il avait sa façon à lui de réagir. Tu vois, mais après, je l'ai compris. C'est-à-dire que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu à un moment donné. Mm-hmm. Il n'a pas grandi dans cet environnement. Il y avait de l'affection. Donc, en fait, il a fallu que j'aille explorer ses antécédents. C'est-à-dire son parcours étant jeune. Et c'est des choses, en fait, que j'ai eu à partager avec ma mère parce que lui, il ne prenait pas beaucoup de temps pour raconter son histoire. Et donc, finalement, j'ai compris qu'il ne fallait pas lui en vouloir parce qu'il ne savait pas, en fait, comment s'y prendre. Parce qu'il n'avait jamais reçu ça. C'est ça qui t'a permis aussi de pardonner? Oui, effectivement. C'est-à-dire que un peu avant son décès, on était devenus très proches. On a eu notre petit moment de crier, je lui crié dessus. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on a juste été des formalités, c'est-à-dire que tu as fait des gosses juste pour faire des gosses, parce que après tu renvoies rien en fait, on ne sait pas si tu nous aimes, on ne sait rien en fait si tu... Donc ça l'a vraiment mis un peu mal à l'aise. Il a commencé à faire des efforts à ce moment, mais la vie ne nous avait prévu que après cet événement, 2 ans encore ensemble. Donc c'était 2 ans différents de ce qu'il a toujours été. Dans plus jeune, tu as vécu l'amour de ton père, tu as eu l'impression qu'il ne vous aime, certainement pas toi seul. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est dû à un foyer, c'est l'impression d'un foyer polygamique ou c'est plutôt lié à votre situation, à vous-même? Non, je crois que c'était personnel, comme je l'ai expliqué,
c'est quelqu'un, c'est-à-dire il a fallu que j'explore un peu ses antécédents, sa vie, sa jeunesse, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a réalisé ainsi. Donc, il n'avait pas vécu dans un environnement avec l'affection, avec l'amour, donc il ne savait pas ce que ça représentait en fait. C'est-à-dire de transmettre l'amour à ses enfants, c'était plus un peu porté vers ses devoirs de père, c'est-à-dire voilà, il faut manger, il faut aller à l'école, il faut faire ci. Et donc, il s'arrêtait là, quoi. Il se disait OK, assumer son devoir. Mais l'autre côté, le dialogue, machin, décide ce que tu veux, il n'était pas très porté dans les discours, il n'extériorisait pas ses émotions, c'est-à-dire que après c'était un mythe même pour ses propres enfants, quoi. Ouais. Mais les papas ont souvent ce rapport-là avec leurs enfants. Ce côté un peu mythe dans nos sociétés. Quand papa arrive, on disparaît un peu tous. Chacun se met... Ouais, ça a toujours été un peu ça, quoi. Et tu as toujours été très sentimental? Je pense que c'est lié à ma nature, parce que je crois que je suis en faisant un peu de recherche sur moi et sur qui je suis réellement, je me suis rendu compte que j'ai ce côté médiateur, pacificateur. Donc. D'accord. Ouais. Ça explique aussi pourquoi ton père a fait de toi son successeur. Peut-être qu'il a vu ça. Qu'il a vu ça, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. C'est aussi une belle preuve pas de reconnaissance, mais d'affection, de respect, ce choix. Ça veut dire que ton père, malgré tout, il était observateur. Oui, il était ce qu'il était. Donc. Qu'est-ce qui a fait que tu as participé à ce podcast? Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de participer à ce podcast? Non, je pense que hier, quand on s'est vu, c'était je crois que le courant est bien passé. Et après, je me suis dit... j'ai été invité une fois dans une émission du genre et j'ai décliné. Parce que je n'avais pas envie de parler de moi. Après, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire d'intéressant que les gens aient envie d'écouter? Et donc, après, je me suis dit, quand l'occasion est venue une seconde fois, je me suis dit, Max, écoute, sors un peu de cette zone, en fait, tu vois. Explore un peu les sentiers non battus et vois de quoi, voilà, de quoi c'est fait, quoi. Donc, c'est toujours une expérience, une belle expérience. De par tes différentes expériences, quelles sont les 3 choses que tu retiens de la vie? Les 3 leçons, si tu pouvais le partager à nos auditeurs avant qu'on se sépare. Alors, il y a une chose, moi, qui est très essentielle, c'est l'amour. C'est l'amour, et je dirais même que c'est tout. Et même de par le métier que je fais, en tant que... Et puis, je pense même que dans tout en général, hein, c'est-à-dire à travers la musique, même dans les affaires, quand on s'assoit et qu'on essaie d'imaginer un projet, je pense qu'il faut aller sur la base de cette valeur, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter à mon environnement dont il a besoin. Donc, il faut toujours avoir ce regard. Et en tant qu'artiste, musicien, j'ai l'habitude de dire, et puis chez les jeunes même qui m'approchent et qui veulent être de bons chanteurs ou le seul conseil que je leur donne en général, c'est que soyez amoureux. Ça, tu t'exprimes beaucoup plus facilement, tu rentres dans le fond, tu as envie de donner quelque chose et puis ça prend direct, sois amoureux. Donc c'est un peu ça ce que je retiens de l'expérience. Et puis en même temps, c'est la religion par laquelle je suis passé, c'est-à-dire où j'ai séjourné pendant un bon moment, c'est également la chose que je retiens de là, parce que s'il fallait résumer même les textes judéo-chrétiens en un seul mot, ce serait l'amour. Tant qu'on n'a que l'amour. Oui, je pense que c'est la plus belle intention, c'est ce qui doit motiver toutes nos actions dans la vie, et c'est ça. Je crois que c'est le gros problème même de l'Afrique. J'ai envie de dire c'est comme ça. Ouais. D'accord, merci Max, j'espère que je n'ai rien oublié. Chers auditeurs, donc voilà à la fin de cet épisode en compagnie de Max Thiwa, un artiste incroyable. J'espère que vous aurez l'occasion de le booker pour vos prochains événements. J'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire sur Facebook ou Twitter en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Merci.
Merci Diane Audrey. Bye bye. Bye bye.